Un coach à la une. Aujourd'hui, dans Un coach à la une, je vous propose de nous intéresser au 360 degrés feedback. L'appellation 360 degrés est souvent associée à l'évaluation réalisée par les ressources humaines d'une entreprise, mais en matière de coaching, il s'agit d'une démarche non pas d'évaluation, mais de progrès. L'ensemble de l'écosystème d'une personne va recevoir un questionnaire anonyme pour récolter leur feedback afin d'identifier à la fois les forces, mais également les zones de progrès de celle ou de celui qui fait l'objet d'un 360 degrés feedback. La synthèse de la démarche permettra au client d'identifier avec le coach ce sur quoi il peut travailler. Pour nous en parler, je reçois Jocelyne Hamon. Coach depuis une vingtaine d'années, elle s'est spécialisée dans ce qu'elle qualifie de processus systémique. Elle nous expliquera notamment l'utilité et la force de cette approche, l'importance de l'anonymat pour garantir l'authenticité des retours, et nous partagera quelques exemples emblématiques de prise de conscience par ses clients à l'issue de 360 degrés feedback qu'elle a mené. Bienvenue, je suis David Marion, coach professionnel. C'est parti pour un nouvel épisode d'un coach à la une avec cette femme dynamique, jeune retraitée qui transmet aujourd'hui sa passion du 360 degrés feedback au travers de formations destinées aux coachs. Soyez-en sûrs, la relève est assurée. Un coach à la une. Écoutez, un professionnel vous dévoile un élément clé de sa pratique du coaching. Bonjour Jocelyne. Bonjour David. Est-ce que tu peux nous partager en quelques mots ce qui t'a conduit à devenir coach ? Quand j'étais jeune, j'ai donné beaucoup de cours particuliers et le fait de développer les personnes qui venaient à moi, autrement que sur la matière sur laquelle je les aidais, me gratifiait profondément. Quand j'étais manager aussi, de développer les gens me gratifiait profondément. Quand j'ai appris vers 45 ans qu'il existait une activité qui s'appelait le coaching, qu'on n'en vivait pas, mais moi j'ai décidé de m'y lancer et de me dire que j'en vivrais. De relever le challenge. Voilà. Pourquoi t'es-tu intéressée au 360 degrés feedback ? Alors mes adhérences avec le 360 degrés feedback, ça nous ramène très loin. J'étais jeune manager, j'avais 35 ans, même pas. Donc c'était il y a plus de 30 ans en arrière. Et j'avais entendu parler du principe du 360 lors d'une formation au management. J'ai fini par le mettre en place dans mon organisation uniquement avec mes collaborateurs. Et je me suis rendu compte de la formidable puissance en termes de motivation et pour moi, de bénéfices, parce que finalement le 360, je lui dois mon développement personnel et professionnel. Troisième point d'adhérence, je fais mes premières armes en études de coaching chez Coaching de Gestion. Ils ont besoin de développer le module l'évaluation 360 degrés. Je prends ce challenge d'écrire ce module et donc je commence à développer mon expertise sans le savoir. Jocelyne, je crois que tu tiens à parler d'une approche ou bien d'un processus et non pas d'un outil. Alors pourquoi cette focale d'attention ? Merci de relever ces éléments sémantiques qui pour moi ont énormément de sens parce que un outil pour moi c'est quelque chose de statique. Le 360 feedback c'est plus qu'un outil, c'est tout un processus dans lequel le temps va jouer énormément d'importance, le temps qui va permettre d'aiguiser l'intérêt et la curiosité du bénéficiaire, le temps qui va lui permettre aussi de digérer peut-être une image idéalisée qu'il avait, etc. Donc le temps est très important, c'est des étapes qui se déroulent dans le temps. À chacune de ces étapes, il y a des livrables et donc pour moi c'est un processus incontestablement. Concrètement, est-ce que tu pourrais nous expliquer de quoi il s'agit ? Alors le 360 est un processus par lequel on va comparer l'image que l'on a de soi avec l'image qui est perçue par l'entourage. De cette comparaison entre les deux images, on va en déduire des points de force et des axes de progrès. Des points de force et des axes de progrès qui sont connus par le bénéficiaire et confirmés par l'entourage, mais aussi des points de force et des axes de progrès qui sont inconnus du bénéficiaire et révélés par l'entourage. Alors comment on fait pour recueillir ces perceptions ? Tout simplement à l'aide d'un questionnaire en ligne. Et de cet état des lieux extrêmement complet et précis, en fonction bien sûr des enjeux du bénéficiaire, de son poste, des retours de son 360, on va pouvoir élaborer avec lui un plan de progrès extrêmement pertinent.
Si je comprends bien, il s'agit d'un nombre de questions, j'imagine une quinzaine, une vingtaine, qui vont être posées de manière anonyme à une vingtaine, trentaine, cinquantaine de personnes qui composent mon écosystème. C'est bien cela ? C'est bien ça. Sauf que c'est, en règle générale, plus qu'une vingtaine de questions. Ça tourne plutôt autour d'une soixantaine de questions. Ah oui. Mais néanmoins, on n'a pas besoin guère de plus de 10 minutes pour enseigner le questionnaire. Je te vois sourire, David. Dans les faits, quelquefois, ça peut prendre plus de temps si les répondants eux-mêmes rentrent dans un processus autoréflexif où ils vont s'interroger aussi sur eux-mêmes. Et moi, finalement, par rapport à cette question, qu'est-ce que je dirais ? Par rapport au questionnaire, est-ce qu'il est standard ou est-ce qu'il est acclimaté selon les spécificités du domaine professionnel ou du métier de la personne qui fait l'objet de ce 360 degrés feedback ? Alors en fait, il y a plusieurs écoles. Alors il y a ceux qui ont un modèle, par exemple, un modèle de leadership, et ils vont, je dirais, cloner les bénéficiaires par rapport à ce modèle. C'est pas forcément ce que je trouve extrêmement intéressant. Pour moi, le 360 feedback, c'est avant tout de recueillir du feedback justement autour du bénéficiaire. Et bien sûr, on va adapter le questionnaire, mais pas forcément sur mesure parce que ça coûte très cher. Mais donc, dans des questionnaires prêts à l'emploi, en fonction de la typologie. Alors on a des questionnaires leadership qui conviennent bien aux cadres dirigeants des entreprises. On a le questionnaire management qui va convenir aux cadres intermédiaires. Et on a le questionnaire encadrement pour les cadres de proximité, les encadrants, chefs d'équipe, etc. Ça, c'est pour la lignée management hiérarchique. Mais il y a aussi la lignée management transverse avec la direction de projet, chef de projet, voilà. Il peut y avoir plusieurs questionnaires prêts à l'emploi. La plateforme que j'ai mise en ligne et à disposition de tout un chacun propose plus d'une douzaine de questionnaires prêts à l'emploi. En fait, tu parles souvent d'une approche systémique en parlant du 360 degrés feedback. Est-ce que tu pourrais expliquer aux auditeurs ce que tu entends par là ? Alors l'approche systémique, pourquoi ? Parce que c'est une approche qui va impliquer non seulement le bénéficiaire du 360, mais aussi tout son entourage, donc tout son écosystème. Et ça va avoir d'ailleurs des résultats quand on le déploie correctement, également sur l'écosystème. Notamment l'engagement des collaborateurs qui voient leur manager changer de posture parce qu'ils ont écouté le recueil de leurs perceptions. Et systémiquement, ça va avoir une conséquence sur l'engagement, l'implication des collaborateurs. Alors, le 360 degrés feedback en individuel, c'est assez intuitif, c'est assez clair ce qui pourrait effectivement émerger et de la portée de cette approche. En revanche, en collectif, comment est-ce utilisé ? Ah, peut-être que je vais pas répondre tout de suite à cette question, David, parce que il faut savoir que le 360, c'est le processus qui a été utilisé au départ pour les dirigeants et les cadres dirigeants des entreprises du CAC 40. Maintenant, avec Internet, il a été largement diffusé dans toutes les organisations, d'ailleurs même les organisations publiques qui se prêtent pas forcément à cette transversalité de perception. Il y a eu une démocratisation de cette approche et de l'utilisation de cette approche. Tout à fait. Et ça va continuer parce que c'est une approche qui donne des résultats rapides, puissants, parce que justement, c'est un processus systémique. Quand il est bien utilisé, bien évidemment. Et donc, pour en revenir à ta question, après ma digression, l'approche collective, moi personnellement, j'ai poussé la passion du 360 en élaborant des processus collectifs que j'utilise par exemple pour aborder la cohésion de certaines équipes, comme par exemple les équipes de type CODIR, de type COMEX, comité de direction, comité exécutif, ou aussi même les coachings d'organisation. Donc là, on va bien sûr à ce moment-là élaborer un questionnaire entièrement sur mesure qui va répondre soit aux objectifs de l'équipe que l'on veut donc viser, par exemple ce CODIR, qu'est-ce que l'on veut atteindre avec cette prestation de 360 équipes, ou pour un coaching d'organisation, on va s'intéresser aux KPI de l'entreprise, aux indicateurs de succès, finalement les indicateurs qui attesteront que la prestation s'est bien déroulée et a atteint les résultats attendus. Le 360 degrés est très connu en matière de ressources humaines. Est-ce qu'il y a une différence avec le 360 degrés feedback tel que tu le pratiques ? Alors, certaines directions des ressources humaines utilisent et ont utilisé le 360, non à des perspectives de développement du potentiel, mais au contraire, dans une perspective d'évaluation.
Malheureusement, c'est d'ailleurs ce qui a fait la mauvaise image du 360. Quelquefois, le 360 est associé à de très mauvaises représentations. Et il les tient de là. D'autre part, c'est un leurre parce que lorsque le rapport du bénéficiaire remonte au RH, remonte au manager, c'est la porte ouverte au travestissement des réponses des répondants. Et à ce moment-là, on n'a pas du tout un retour de perception authentique, mais on a un retour de perception traficoté duquel je me pose la question, qu'est-ce que l'on peut en tirer vraiment ? Donc là, ce que tu es en train de dire, c'est le fait d'utiliser le 360 degrés d'une manière un peu différente, c'est-à-dire qu'effectivement les personnes sondées savent à l'avance que le rapport va être partagé aux ressources humaines et aux bénéficiaires, ça les incite à ne pas être complètement authentiques, c'est ça ? Mais oui, parce que certaines personnes vont vouloir régler leur compte par questionnaire interposé, et d'autres qui ont une certaine dette vis-à-vis du bénéficiaire vont vouloir lui renvoyer l'ascenseur. On voit bien que c'est la porte ouverte au travestissement. Au contraire, quand on est dans une perspective de développement du potentiel, le bénéficiaire est seul destinataire du rapport. Et donc, les répondants n'ont aucun intérêt à, entre guillemets, travestir leur réponse puisque le bénéficiaire va s'adresser à eux en leur disant qu'il rentre dans une démarche de progrès et qu'il recueille les avis de tout son entourage pour pouvoir ensuite effectuer un état des lieux et bâtir un plan de progrès. Les personnes jouent le jeu quand on leur pose la question naturellement. Il y a une dimension plus personnelle et une plus grande confiance qui s'instaure. Ce risque de travestissement n'existe pas en tout cas. Certains managers utilisent dans leur pratique la matrice SWOT, force, faiblesse, opportunité, menace. Est-ce qu'il y a une proximité avec l'approche 360 degrés feedback ? Alors oui, il y a une proximité effectivement entre cette matrice SWOT et la matrice que nous utilisons dans la restitution du rapport, que l'on appelle la matrice de Johari, avec notamment les points de force et les axes de progrès connus du bénéficiaire et confirmés par l'entourage, mais les points de force et les axes de progrès inconnus du bénéficiaire et révélés par l'entourage. Est-ce qu'il est nécessaire d'être coach pour mener à bien une démarche 360 degrés feedback selon toi ? Pour moi, c'est absolument indispensable d'avoir la posture de coach, donc d'écoute active, de non-interprétation, de compréhension du fonctionnement humain pour pouvoir faire des liens entre les différents items du rapport et aider le bénéficiaire à des prises de conscience puissantes qui vont aussi lui donner envie de rentrer dans l'action. Quels sont les contextes favorables à la mise en place d'une démarche de 360 degrés feedback ? Pour un individu ? Commençons par un contexte individuel, oui. Alors, pour l'individu, disons qu'on est toujours dans le champ du développement du potentiel humain. Les cas où on va utiliser le plus souvent le 360 feedback individuel sont, par exemple, la préparation pour une nouvelle prise de poste sur son poste actuel pour se redonner du boost et encore mieux s'ajuster à son environnement. Quelquefois, ça peut être aussi une prescription de l'entreprise qui trouve que le manager n'est pas du tout à l'écoute de ses collaborateurs, qu'il peut y avoir des frictions et souhaite justement dissoudre ces frictions et améliorer le management et la satisfaction des collaborateurs. Dans tous les cas, c'est un magnifique cadeau que fait l'entreprise, dans le cadre que l'on utilise bien évidemment, au bénéficiaire pour qu'il ait une meilleure connaissance de lui en prenant connaissance de tous les retours. Du coup, ça peut être un préalable, par exemple, à un bilan de compétences ? Oui, tout à fait, parce que c'est un état des lieux extrêmement riche de l'ensemble des compétences transverses qui vont être explorées par le questionnaire 360. J'imagine à l'inverse que les situations non favorables, non appropriées, sont de l'ordre du stress intense ou éventuellement, pour un individu, un burn-out. En fait, c'est pas le moment. Ah oui, là, c'est pas vraiment le moment. Quand on est dans une grande fragilité individuelle, personnelle, qui peut être conjoncturelle, c'est pas du tout le moment de se remettre en question. Et alors, nous parlions aussi des 360 degrés feedback en collectif. Quelles sont les situations les plus appropriées ? Alors, je vais d'abord répondre par quels sont les contextes dans lesquels on ne peut pas utiliser, à mon sens, le 360. Et d'ailleurs, c'est vrai aussi pour le 360 individuel. Si l'entreprise est en pleine mutation, réorganisation, avec des revues, des affectations de postes, etc., non, c'est pas le lieu de faire du 360. Pourquoi ? Simplement parce que le 360, je dirais,
aiguise la fibre paranoïaque de tout un chacun et donc va faire émerger des peurs. Et ces peurs vont être potentialisées par le contexte de non-prévisibilité de l'organisation et des doutes qui sont posés sur l'organisation à venir qui reste à définir. Tous les contextes où l'organisation est en pleine mutation, j'entends par des départs, des entrées, des sorties, ce n'est pas le lieu. Donc, par exemple, une fusion-acquisition, c'est pas le moment. Au moment de la fusion-acquisition, non, c'est pas le moment. Parce que les personnes vont se poser de toute façon la question, à quelle fin va être utilisé le 360 ? Est-ce que c'est pour proposer la sortie au bénéficiaire ou est-ce que c'est pour lui proposer une promotion ? Et donc, du coup, ça perturbe les répondants. Et donc, on va voir ces mêmes éléments-là dans le cadre d'une démarche collective. Il faut que l'organisation soit suffisamment stable. C'est-à-dire que s'il y a eu malheureusement un plan social suite à une réorganisation, que ce plan social ait été annoncé et que les départs soient connus pour qu'il n'y ait plus cette épée de Damoclès qui soit posée sur les épaules de tout un chacun. Supposons qu'il y a une stabilité dans l'entreprise et qu'un manager souhaite avoir cette perception de ses collaborateurs, de tout son écosystème. Il vient de prendre le poste, c'est peut-être pas le bon moment, mais au bout d'un an, est-ce que c'est approprié ? Oui, et puis on peut dire que même avant un an d'ailleurs, on pourrait au bout de 4 à 6 mois lancer un 360. Cette approche accorde de l'importance aux perceptions des autres, les collègues, les proches, etc., qui sont par essence subjectives. Peux-tu nous détailler les règles qui encadrent cette démarche ? Alors, souvent, je peux entendre des réserves, des surprises pour certains de s'intéresser à des perceptions subjectives. Mais on est dans le champ de la relation humaine et tout est subjectivité. Maintenant, quels sont les éléments du cadre? Le premier pour moi qui est celui qui va définir les autres, c'est le fait que on soit dans une perspective de développement du potentiel. C'est-à-dire que l'on veuille développer la personne qui va bénéficier d'un 360. Ce n'est pas toujours le cas. Peut-être que certains auditeurs qui nous écoutent vont s'apercevoir qu'ils ont bénéficié d'un 360, mais pas dans cette perspective-là. Et dans ce cadre-là, le bénéficiaire va être seul destinataire de son rapport. Bien sûr, avec le coach qui va le lui débriefer. Ensuite, pour obtenir des réponses authentiques, on va protéger les réponses des répondants par de l'anonymat. Ceci est vrai pour tous les répondants, sauf peut-être pour le hiérarchique, qui lui d'ailleurs se retrouve seul dans un groupe, et pour lequel le bénéficiaire a intérêt à connaître ses perceptions. Comme on est dans une démarche de développement du potentiel, eh bien, on n'envoie pas le rapport et la démarche s'arrête là. Il y a toute une exploitation des résultats et moi, je promeus une exploitation qui se fait en 2 temps avec 2 séances séparées par une dizaine de jours calendaires et ces 2 séances étant chacune préparées par le bénéficiaire. Le laps de temps permet de conscientiser, d'intégrer ce qui a été révélé par le rapport, c'est ça ? Tout à fait, et surtout de faire le deuil de cette image idéalisée que le 360 aura peut-être un peu écornée. Est-ce que cette peur de la subjectivité que certains bénéficiaires de cette approche ont, a priori, milite pour avoir un panel de personnes sondées le plus large possible ? Ce n'est pas pour réduire la subjectivité en réalité que l'on interroge l'exhaustivité des personnes avec lesquelles on est en relation. Si je le fais, c'est bien sûr pour avoir une image précise, mais bon, la subjectivité est toujours là. Et dans cette intersubjectivité croisée de l'entourage, on va finalement avoir un état des lieux qui confine à une sacrée objectivité. Un premier paradoxe. On va solliciter l'ensemble de l'entourage, donc l'exhaustivité des personnes avec lesquelles on est en relation, pour plusieurs raisons. La première, c'est effectivement cette idée d'une image plus précise que tu cites, mais pas seulement. Il y a aussi la possibilité de ne pas créer des susceptibilités qui seraient malvenues. Si on invite certains répondants de son entourage et pas d'autres à répondre à son 360, l'entourage finit par parler à un moment ou à un autre. Et certains qui n'auront pas été inclus ou invités, sollicités pour répondre au questionnaire, vont se poser la question « mais pourquoi moi je n'y suis pas ?» Un troisième élément que je trouve très intéressant, c'est qu'il peut permettre de dissoudre certaines tensions. Par exemple, il nous arrive que, au vu des projets et du temps, on ait eu des frictions qui ont laissé quelques traces dans la qualité de la relation.
Eh bien, à partir du moment où le bénéficiaire va vers ses répondants et leur dire, y compris ceux avec lesquels il a des difficultés relationnelles, qu'il rentre dans une démarche de progrès, il fait appel à tout son entourage et il compte sur lui pour l'aider à bâtir cet état des lieux qui va lui permettre d'élaborer son plan de progrès. Très souvent, on constate justement la dissolution de ces tensions. Enfin, le dernier élément, je pense, qui est très intéressant, c'est que le bénéficiaire ne se sentirait pas aussi engagé avec un 360 d'une dizaine de personnes et avec un 360 qui aura été obtenu avec la totalité des personnes de son entourage. Est-ce que certains de tes clients réclament la levée de l'anonymat par peur des feedbacks trop confrontants, par exemple ? Pour les démarches collectives, oui, j'ai déjà eu ce genre de demande avec cette notion du courage managérial. Donc, on va demander la levée de l'anonymat des réponses pour incarner le courage managérial. Mais nous sommes en France, et en France, le feedback n'est pas du tout, encore aujourd'hui, une pratique courante et habituelle. C'est pour ça qu'elle nécessite d'être protégée par l'anonymat. Et ça, les gens le comprennent tout à fait. Tu nous disais tout à l'heure que le rapport était uniquement à destination du bénéficiaire avec un accompagnement du coach. C'est ça. En revanche, est-ce que le client qui en bénéficie peut le partager avec tout ou partie de son entourage ? Merci David. C'est ce que je m'évertue à enseigner aussi dans mes formations. La confidentialité nous engage, nous, en tant que coach, mais le bénéficiaire, lui, a toute l'attitude de partager tout ou partie de son 360 à qui il veut, comme il veut, quand il le veut. Et quel est l'intérêt de le faire, selon toi ? Il y a plusieurs intérêts. Quelquefois, le bénéficiaire aura pu voir qu'il était très bien perçu, par exemple, par ses collaborateurs. Mais sur certains items de management des collaborateurs, pas du tout bien perçu par son hiérarchique, par exemple. Le partage de son 360, sur ces thèmes-là notamment, va permettre de recaler l'image du manager, du bénéficiaire, puisqu'il va voir que, en réalité, les premiers concernés sont très satisfaits. C'est plutôt lié à la qualité de la relation entre le bénéficiaire et son manager. Peux-tu nous partager quelques cas concrets et qu'est-ce que certains de tes clients ont appris sur eux grâce à une démarche de 360 degrés feedback, évidemment de manière anonyme ? Peut-être en individuel d'abord ? On peut avoir énormément de changements à l'issue d'un 360. Bien sûr, c'est un processus qui est décapant. On a une image de nous-mêmes qui n'est pas forcément l'image perçue. Et surtout quand on n'en a jamais fait de 360, on peut très bien avoir une belle distorsion. On peut être perçu différemment, bon, c'est une chose, mais on va retirer après des choses très concrètes. Je pense par exemple à un entrepreneur que j'ai accompagné avec un 360 entrepreneur d'ailleurs, qui était à la tête d'une petite entreprise de 3 collaborateurs. Lui-même était au même niveau que ses collaborateurs, il travaillait comme eux, avec une pression terrible. Donc il avait 0 temps qu'il accordait à la stratégie. Son 360 lui a fait prendre conscience qu'il fallait qu'il se dégage du côté opérationnel pour travailler davantage à la stratégie. Il avait aussi des éléments beaucoup plus personnels. C'est lui qui me l'a dit, alors qu'on n'a pas du tout abordé ce sujet-là véritablement, dans notamment la notion de faire plaisir aux autres et de se faire plaisir à soi. Du coup, il a pu travailler ça au travers de son 360, puisqu'il s'est rendu compte que beaucoup de son énergie était centrée sur faire plaisir aux autres, et pas forcément donc à lui-même. Très peu de temps après le 360, il m'a dit qu'il allait s'acheter sa Tesla. Et il s'est acheté sa Tesla. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui fait le triple de chiffre d'affaires et qui a plus que doublé en termes de collaborateurs. Là, il s'agit d'un 360 individuel, mais qui a eu des répercussions non seulement sur l'individu, mais aussi, finalement, sur l'entreprise. Alors, est-ce que tu as un autre exemple, en fait, de 360 degrés en individuel et de l'impact et de la portée que ça a eu pour la personne ? Je vais donner un autre exemple d'un cas peut-être un peu particulier d'un dirigeant d'une entreprise qui avait 5000 personnes et que la digitalisation a passé dans un premier temps à 3500. Je pense qu'ils doivent être maintenant autour de 1500. Aujourd'hui, ils sont passés du papier à l'Internet.
Pour ce dirigeant, nous avons fait un questionnaire sur mesure. Lui, il était intéressé pour sonder les personnes de son entreprise, ses collaborateurs, les interlocuteurs. Et je l'ai encouragé parce que justement, le 360 est un processus systémique à solliciter les membres de son conseil de surveillance avec lesquels la relation, on va dire, était un peu froide, peut-être un peu tendue. Certes, l'ensemble des questions étaient plutôt dédiées aux personnes de l'interne, mais ce que je lui ai dit, et effectivement c'est avéré vrai, c'est que les personnes, de toute façon, ont des images, des représentations. Même quand elles n'ont pas forcément vu la personne en action, elles ont des représentations qui font qu'elles peuvent en fait répondre. Il a fini par accepter. Je me souviens que c'était un polytechnicien et il trouvait que la démarche n'était pas forcément très cartésienne, mais on est dans la subjectivité. Et le recueil de cette subjectivité, tous azimuts, ne peut que profiter. Bien lui en a pris, parce qu'avec les résultats de son 360, il s'était rendu compte qu'il avait lancé énormément de chantiers qui impliquaient l'ensemble des collaborateurs et qui étaient vraiment presque exsangues. En revanche, il ne communiquait pas aux membres du conseil de surveillance parce qu'il attendait que les chantiers soient terminés pour communiquer. Et de ce fait, les membres du conseil de surveillance pouvaient se poser des questions. Au moment où il a demandé son 360, je me demande si d'ailleurs son poste n'était pas sur la sellette. Et comme c'était quelqu'un d'extrêmement intelligent, en 3 semaines, il avait complètement changé la dynamique avec les membres de son conseil de surveillance qui avaient d'abord été très satisfaits d'avoir à renseigner son 360 et qu'il avait vu complètement changer dans sa politique et sa régularité de communication. Et en collectif, est-ce que tu as un exemple à nous partager ? Je vais prendre l'exemple d'une société leader en courtage de prêts immobiliers. C'est une entreprise familiale avec certains membres du CODIR qui sont pratiquement depuis la fondation de l'entreprise et d'autres membres qui ont rejoint le CODIR récemment avec une problématique d'anciens et de modernes. Le président du directoire, qui était directeur général dans ses fonctions, avait souhaité professionnaliser l'entreprise. Et pour lui, ça devait commencer par le comité de direction dont il voulait que les échanges soient beaucoup plus professionnels, soient beaucoup plus centrés sur des prises de décision étayées par des argumentaires, des réflexions. Et il souhaitait, dans un premier temps, que cette cohésion lui permette d'entrevoir la réforme du réseau en passant de 11 directeurs régionaux à 6. Et il envisageait 2 ans. Eh bien, avec le processus que nous mettons en œuvre, nous avons des résultats très rapides, très concrets. Et il a pu mener sa réforme du réseau en instituant un réseau à 5 DR au lieu de 6 initialement prévus. Et au lieu des 2-3 ans, ça n'aura duré que 6 mois. Voilà un exemple de transformation réussie. À t'entendre nous expliquer tout ça, je me dis que cette approche, elle est idéale pour amorcer un coaching en amont d'un coaching, parce que ça va aider le client à identifier des axes de progrès qui pourront constituer la demande pour un mandat de coaching. Tout à fait. Et c'est sûr que c'est une démarche extraordinairement puissante en début de coaching parce que ça permet aux coachs et aux bénéficiaires d'avoir un état des lieux d'une richesse extraordinaire et de partir sur des objectifs de coaching qui sont des objectifs totalement pertinents. Selon toi, l'approche systémique du 360 degrés feedback doit être menée par un coach. Est-ce à dire que ça peut être le même coach qui assurera le coaching qui permettra d'adresser les axes de progrès identifiés dans le rapport du 360 degrés feedback ? Pour moi, c'est une évidence. Il est important que ce soit le même coach qui déploie le 360 et qui ensuite accompagne le bénéficiaire dans son plan de développement. Et est-ce qu'il n'y a pas un problème d'éthique dans ce cas-là ? Un problème d'éthique ? Est-ce que c'est pas créer une sorte de dépendance vis-à-vis du coach que de l'avoir dans un premier temps dans un processus qui va prendre un certain temps, 1 mois ou 2 j'imagine, pour le 360 degrés feedback et ensuite pour l'accompagnement qui va s'étaler encore sur plusieurs mois? Le coaching, c'est un tout, c'est un processus qui démarre avec des objectifs et qui se termine aussi avec des évolutions notables sur ces objectifs. Changer de cheval au milieu du gué, je trouverais dommage pour la puissance du processus.
La dépendance serait, après le coaching, de pousser le client à vouloir consommer encore du coaching alors qu'il a déjà atteint ses objectifs de coaching. Depuis quelque temps, tu proposes des formations pour transmettre ton approche du 360 degrés feedback. Est-ce que tu as le sentiment que cette approche est insuffisamment connue ou utilisée par les coachs aujourd'hui ? Alors oui, effectivement, je propose des formations parce que je souhaite que l'expertise du 360 feedback, telle que je la promeus, celle qui permet d'obtenir des résultats concrets, visibles, puisse être largement diffusée. Pour la petite histoire, actuellement, je suis toujours à la retraite administrative depuis plus de 4 ans et demi exactement. Je consacre une grande part de mon énergie à la transmission de cette expertise. Et je déploie des formations pour l'instant sur le volet individuel parce que c'est le basique. La plupart des coachs font une seule séance de débrief non préparée par le bénéficiaire et qui fait aussi plan de progrès. Là où nous en préconisons 2, séparés par une dizaine de jours calendaires et chacune préparée par le bénéficiaire sur la base de consignes qui lui auront été transmises par le coach. C'est quoi exactement les consignes ? On va lui poser des questions avant la lecture du rapport, pendant la lecture du rapport et après la lecture du rapport. Et voir finalement quels sont les points qu'il s'est appropriés et quels sont les points qu'il a laissés de côté. Et justement, un des éléments de la restitution va veiller à ce qu'il s'approprie l'ensemble des retours. Ces retours, d'ailleurs, peuvent être positifs ou d'ailleurs critiques. En quoi cette approche du 360 degrés feedback pourrait être utile dans la crise actuelle qui bouleverse le monde ? Je trouve que le 360 est extrêmement approprié. On va dire donc à titre individuel pour les managers qui ont des difficultés avec notamment ce management à distance qui leur a été imposé par les événements auxquels ils n'ont pas du tout été préparés, où les liens ont été complètement distendus entre les équipes. Le 360 va permettre de consolider des liens, d'être en lien, puisque on va pouvoir communiquer, on va interroger, on va prendre en compte les ressentis des personnes. De ce fait-là, le 360 présente énormément de bénéfices, justement, dans la situation actuelle, où d'ailleurs, les collaborateurs ont besoin d'être écoutés. Écouter, ça ne veut pas forcément dire approuver dans ce qu'ils disent, mais que la parole soit accueillie, parce que c'est par cette parole accueillie qu'on va descendre aussi le niveau de mal-être. Et donc, le 360, c'est exactement ça. C'est un processus qui va favoriser l'écoute, puisque en réalité, après un 360 feedback, les personnes deviennent extrêmement appétentes au retour de leur entourage. Ça, c'est pour les individuels. Mais pour les organisations, le processus systémique que j'ai élaboré, qui est un processus 3 en 1, puisqu'il adresse à la fois le coaching individuel, avec le développement des collaborateurs, le coaching des comités de direction pour aider à la cohésion du comité de direction, par exemple, mais aussi le coaching d'organisation, eh bien, on est au cœur du sujet, puisqu'aujourd'hui, les entreprises, soit elles ont changé de modèle économique, soit elles ont été conduites à se réorganiser. Dans tous les cas, il faut retrouver des repères et rebooster le management en réengageant l'ensemble des collaborateurs. C'est ce que ce processus permet de faire. Voilà. Alors, à présent, Jocelyne, je te propose d'écouter un extrait de la musique que tu as choisie pour incarner symboliquement le processus du 360 degrés feedback, et nous en parlerons juste après. Il s'agit évidemment de la Badinerie, qui est le dernier des 7 morceaux qui composent la suite pour orchestre en si mineur BWV 1067 de Jean-Sébastien Bach, composée en 1730. Pourquoi ce choix, Jocelyne ? Pour moi, Bach, bien sûr, c'est une musique classique, mais c'est une musique polyphonique qui est riche et dense. Et en réalité,
Ce que je trouve de très interpellant avec la musique de Bach, c'est que à chaque réécoute, on découvre autre chose. On peut dire la même chose avec le 360. À chaque lecture de son rapport, on va découvrir des choses que l'on n'avait pas vues à certains endroits. C'est montrer un peu finalement la richesse de cette polyphonie qu'on va retrouver dans ce processus de recueil qui est lui aussi polyphonique par la voix des différents répondants. Cette musique est entraînante, le rythme est sautillant, l'allure est quasi malicieuse, voire espiègle. Est-ce qu'il y a un lien avec le 360 degrés feedback pour toi ? Ah, peut-être avec moi, parce que je suis plutôt de nature joyeuse et espiègle. C'est la fin de cet entretien. Merci beaucoup Jocelyne, merci à toi. Merci beaucoup David. Un coach à la une. Merci pour votre attention. Retrouvez tous les épisodes d'Un coach à la une sur Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify, Stitcher, TuneIn, ainsi que sur la plupart des applications dédiées au podcast. Si cet épisode vous a plu, s'il vous plaît, notez-le favorablement sur la plateforme d'écoute ou sur l'application que vous utilisez. Cela nous aide à développer la notoriété de nos productions. Par ailleurs, vous pouvez liker, commenter ou repartager nos épisodes sur le réseau LinkedIn ou bien en parler à vos contacts. Vous pouvez rester informé en nous suivant sur Twitter et vous pouvez nous envoyer vos questions, réactions ou suggestions à notre adresse électronique lemediadescoach@gmail.com. Enfin, si le coaching professionnel vous intéresse, vous pouvez désormais vous abonner à nos 2 podcasts mensuels, Un coach à la une, l'entretien pédagogique, et Parcours de coach, l'entretien analytique. À très bientôt pour un nouvel épisode. Un coach à la une série créée par David Marion et produite par le Média des Coachs.